3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi? Un samedi qui fait un petit peu exception parce que j'étais en voyage à New York les semaines dernières, alors plutôt que de partir en mode coast to coast, en mode Airball Project ou en mode overtime, aujourd'hui on part sur un best-of de live, c'est exceptionnel, vous inquiétez pas, en mode Crystal Ball. Bah ouais, tout ça c'est dû parce que j'ai fait mon live jeudi au lieu de le faire lundi, tout simplement parce que lundi j'étais pas encore rentré. Mais je me suis dit que c'était quand même dommage de pas vous partager ça, sachant qu'on a parlé d'un sujet qui à mon avis vaut le coup d'être abordé également sur YouTube. Parce que ouais, jeudi soir je vous ai fait la liste des joueurs qui pour moi, cette saison, ont une chance pour disputer leur premier All-Star Game en carrière. Et ça, on le sait, c'est vraiment un moment important dans la vie d'un joueur. De toute façon, ce concept, je vous l'explique avec plus de précision juste après, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Quels sont les joueurs qui ont une chance de disputer cette année leur premier All-Star Game en carrière? Bon, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler des joueurs qui, selon moi, ont une chance d'être All-Star pour la première fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la saison dernière, comme c'est souvent le cas, on a eu beaucoup de blessés sur la première moitié de la saison, d'autant plus au moment du All-Star Game. Et ça, entre autres raisons, qui ont été diverses, notamment le niveau de ces joueurs-là, ça a permis à 7 gars de décrocher leur première sélection All-Star. Bon, pas sûr que tous ces gars reviennent tous cette année, ce serait même surprenant, et pas sûr qu'il y ait autant de petits nouveaux cette année non plus, parce que 7 c'était déjà quand même un gros chiffre. N'empêche que cette saison, comme toutes les saisons en fait, je pense que on pourra avoir quelques gars qui vont participer à leur première édition du match des étoiles. Et en vrai, quand j'y réfléchis, moi j'ai fait une présélection, bien sûr j'ai essayé de brosser large, et j'en avais quasiment une vingtaine. Bon, ça faisait beaucoup tout ça, et j'en ai rapidement rayé pas mal, mais quand même, il a fallu faire un gros tri, et pour faire ce tri, moi je me suis dit qu'il fallait mixer pas mal de critères. Là, au départ, j'en voyais 3 principaux, les espoirs que j'avais en début de saison, parce que ça compte, même si pour l'instant, ils répondent pas forcément aux attentes que j'avais avant le début de la saison, je pense qu'ils peuvent encore rebondir, donc j'ai pris ça en compte. Maintenant, bien sûr, le début de saison réel, et ce qui est accompli, ça compte aussi, quelqu'un qui est excellent depuis le début de la saison, ça va être quelque chose qui va être pris en compte, mais aussi le futur, en tout cas ce que j'imagine en mode prédiction pour la suite de leur saison jusqu'au mois de février, parce que j'imagine aussi qu'il y a certains mecs qui font des super débuts de saison, ou alors des débuts de saison moyens, et qui vont faire l'inverse sur la deuxième partie de saison. Donc il y a aussi une part de prédiction, d'imagination et de boule de cristal dans le choix des 6 que j'ai fait. Sachant que pour ça, en plus de ça, pour faire une sélection qui était propre, qui était nette et qui avait du sens, il fallait bien sûr prendre les performances individuelles, ça c'est évident, mais aussi les résultats collectifs. Et on le sait, les résultats collectifs, c'est quelque chose qui est très important pour les coachs qui choisissent les remplaçants. Et donc pour ça, voilà, il fallait aussi prendre ça en compte. Ça faisait déjà beaucoup, mais ça m'a permis aussi de cutter parmi tous les mecs que j'avais choisis, mais ça m'a permis aussi de me laisser un maximum de portes ouvertes pour à la base essayer de réunir le maximum de joueurs possible. Puis il faut être conscient d'une chose aussi en plus de ça, c'est que, et ça complique encore ma tâche, c'est que comme je disais, on a certains joueurs ou même certaines teams qui ont très mal commencé, mais qui pourraient rebondir très vite, et vice versa. On a d'autres teams qui ont très très bien commencé et qui pourraient ensuite couler, et ça se voit chaque année. Moi je me rappelle l'année dernière, en début de saison, on voyait les Wizards très haut, puis bye bye, une blessure, un événement, quelque chose, les choses peuvent très très vite changer en NBA. Sauf que là, moi, il fallait que je prenne ça en compte. On n'est pas dans les conclusions hâtives, ça on l'a déjà fait il y a une dizaine de jours, donc j'ai essayé de pas trop m'emballer en mode culture de l'instant, j'ai vraiment essayé de prendre un maximum de recul, même si c'est assez subjectif ce recul, j'ai fait mon maximum pour pas dire qui mérite d'être All-Star au bout de 15 matchs, mais qui a une chance d'être All-Star au mois de février. Et je trouve que la nuance est importante. Quoi qu'il en soit, moi ce que je retiendrai, et ce qui est important, c'est qu'une première sélection All-Star, c'est un vrai accomplissement dans une carrière, c'est vraiment ce qui officialise ton changement de statut en NBA, qui peut t'apporter des bonus financiers aussi, et qui prouve que tu fais partie des meilleurs joueurs, voire des cadors de la ligue, quoi. Donc même si ça n'a pas été facile que d'en garder 6, d'en garder que 6, vous inquiétez pas, je ferai des mentions à la fin, parce qu'il y a eu vraiment des très 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 gros crève-cœur, il faudra au moins que je mentionne les noms, mais moi ces gars-là, je vais vous les présenter, je vais vous dire pourquoi je les ai choisis, et pourquoi je pense qu'en 2023, ils ont une chance d'obtenir leur première sélection parmi les étoiles. Donc à chaque fois, vous connaissez, ce sera toujours la même chose, on lancera un sondage, afin de savoir si vous y croyez ou non, si vous pensez que ce gars-là a une chance de vivre sa première sélection cette année, et tout ça, ça nous permettra en fin de vidéo de faire un gros bilan pour qu'on voit ensemble ceux auxquels vous croyez le plus et ceux auxquels vous croyez le moins, et ça vraiment j'ai hâte de le faire.
Et oui, mon premier, sans surprise, c'est Desmond Bane. Parce que si je dis sans surprise, c'est qu'il y a, je sais pas, une quinzaine, peut-être une vingtaine de jours, j'avais exprimé dans mes Unpopular Opinions, et ça c'est ma petite fierté, que Bane serait All-Star cette saison, à une époque où pour l'instant il mettait pas un shoot, il avait dû jouer 3 matchs avec une adresse catastrophique. Donc j'y mettais pas non plus ma main à couper à l'époque, mais quand même, je disais qu'il y avait vraiment un monde où ça pouvait arriver, et que c'était une Unpopular Opinion à laquelle je croyais. Et ça, moi, ce qui me fait marrer avec le recul, hein, j'ai eu de la chance de taper dans le mille, mais c'était la prédiction à laquelle vous croyiez le moins à l'époque. Et désormais, j'ai hâte de voir avec le sondage qu'on va faire tout à l'heure comment votre perception a évolué concernant Desmond Bane. Parce que depuis ce live-là, des choses, l'arrière des Grizzlies, il en a prouvé un paquet. Franchement, vraiment un paquet. Hein. Le mec, depuis quelques semaines, il est littéralement sur un nuage. Il confirme totalement les progrès qu'il avait entamés la saison passée. Il a tout ce qu'il faut pour être le vrai lieutenant de Ja Morant à Memphis. Que ce soit du scoring, de l'adresse de loin, de la défense. Enfin, vraiment, il a tout le bagage. Et moi, ce que je trouve en plus de ça, c'est qu'il profite réellement de l'absence sur blessure de Jaren Jackson Jr., qui lui a ouvert un paquet de responsabilités offensives. Et Bane, lui, il a pas hésité une seule seconde à l'idée de toutes les saisir, ses responsabilités. Et avec beaucoup de succès en plus. Il a vraiment un jeu off-ball qui est impressionnant. J'aime beaucoup comment il se démarque, j'aime beaucoup comment il est performant en catch and shoot, j'aime beaucoup tout ce qu'il propose, même sur ses cuts aussi, et comment il peut être performant en transition. Et avec ces qualités-là, moi je trouve qu'il est vraiment le parfait complément à Ja Morant sur les lignes arrière. Ça fait vraiment un super backcourt qui est dynamique, qui est adroit, qui va vite et qui surtout est complémentaire. Je trouve que le fit est vraiment parfait, quoi. Et donc je le cache pas, depuis le début de la saison, moi je trouve que l'entente et l'association entre les deux hommes fait vraiment plaisir à voir. Donc bien sûr, on a un Desmond Bane qui fait moins de coups d'éclat que son pote Ja Morant qui est meneur de jeu et qui apparaît tout le temps dans les top 10. Peut-être que Bane fait moins de dunks, peut-être qu'il est moins spectaculaire. N'empêche que moi je retiens quelque chose, c'est que il est peut-être le joueur le plus régulier, et ça je le dis devant Ja Morant, de cette équipe de Memphis, qui en plus globalement assure depuis le début de la saison, et qui fait encore partie potentiellement, et qui se fera encore potentiellement partie en fin de saison, des places fortes de la conférence Ouest. Donc à 24 ans, on a un Desmond Bane qui est mature, qui est clutch, qui joue proprement, et même s'il est vraiment dans l'ombre de Morant, je trouve qu'il semble posséder toutes les cartes entre ses mains pour potentiellement être All-Star cette année. Moi au départ, j'avais peur en fait qu'il score pas assez, qu'il ait tout le reste mais qu'il score pas assez pour se garantir une place de All-Star à coup sûr, mais aujourd'hui là il est quasiment à 25 points par match, et force est de constater que c'est une grosse moyenne, il a fait plusieurs perfs à plus de 30 points consécutives, et pour le moment j'ai plus de doute. Ajouter à ça ses 5 passes et 5 rebonds quasiment, regardez toutes ces stats, ça fait kiffer vraiment. Pour le moment on a un gars qui tourne sur des career high au point, mais aussi au rebond, aux passes, à l'adresse de loin, partout, il est en train de cocher toutes les cases, et je me dis, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en faire beaucoup plus? Je pense pas. On a un Desmond Bane qui a des stats de All-Star, qui joue dans une équipe qui gagne et qui peut mériter de All-Star. En tout cas, si Memphis continue sur sa foulée, les Grises, je pense qu'ils pourront bien être récompensés avec 2 mecs sélectionnés, et si c'est le cas, il n'y a pas de doute, le premier ce sera Ja Morant, et si on doit sélectionner un deuxième pour récompenser l'énorme saison des Grizzlies, au vu de ses stats, s'il continue sur cette lancée, ce sera forcément Desmond Bane le deuxième. Go maintenant Anthony Edwards. Et si en début de saison, en tout cas avant qu'il joue cette saison, j'aurais dit qu'il allait devenir un All-Star no-brainer, en tout cas qui se positionnait comme l'un des mieux partis, en tout cas qui avait le plus de chances de devenir All-Star pour la première fois en 2023. Aujourd'hui, au vu de son début de saison coup-ci coup-ça, j'ai un poil plus de doutes. Donc maintenant je me dis que bon, c'est précipité, comme je le disais, je veux pas me faire avoir non plus par la culture de l'instant, et c'est précipité de l'enterrer définitivement. Et en vrai, lui aussi, en plus de posséder l'amour des fans si important pour ce match exhibition, à cause des gros tomards qu'il peut poser et de son énergie, il semble présenter la plupart des qualités nécessaires pour être un All-Star. Pourtant, après avoir tourné à plus de 20 points par match sur ses 2 premières saisons en cumulé, moi comme je disais, le Ant-Man il semblait tout avoir, la jeunesse, le jeu spectaculaire, le charisme, la confiance, les déclarations, l'attitude d'un All-Star, vraiment il avait tout. C'est déjà un scoreur aux 3 niveaux, qui est très gifté, qui est très talentueux, et qui en plus a une vraie marge de progression, et enfin il l'avait et il l'a toujours. Pour moi c'est même pas pour moi, c'est la vérité. Avec Ja Morant qu'on évoquait un petit peu juste avant en parlant de Desmond Bane, c'est l'un des clients qui est les plus habitués des top 10, et déjà il fait partie des chouchous d'un paquet de monde autour de la ligue. L'an dernier déjà, et moi ça j'ai trouvé ça fort, parce que tout le long de sa saison rookie il a progressé, tout le long de sa saison sophomore aussi j'ai trouvé qu'il avait fait des progrès dans tous les secteurs, et jusque là, en tout cas d'un point de vue chiffré, d'un point de vue statistique, cette progression elle semble se poursuivre cette saison. Alors pourquoi j'ai l'air aussi dubitatif? Qu'est-ce que je peux exiger de plus de Anthony Edwards, parce que a priori des cases il en coche déjà un paquet?
même s'il y a tout plein de voyants qui, à mon sens, sont au vert pour que le Ant-Man devienne cette saison All-Star pour la première fois, il y a d'autres choses qui me vont moins. Et déjà, le premier truc, c'est que pour le moment, malgré l'arrivée de Rudy Gobert et tous les espoirs qu'on pouvait placer en Minnesota, on a des Wolves qui gagnent beaucoup moins que prévu. Rien ne dit que ça va durer, peut-être que cette équipe va finir par se trouver, même si l'attitude actuellement m'inquiète un peu, mais justement, quand je parle d'attitude, il y a des choses qui marquent, et notamment la nonchalance de Anthony Edwards, surtout dans les défaites. Il fait de bonnes perfs dans les victoires, mais il y a d'autres fois, on l'a vu des fois avoir carrément les mains sur les hanches pendant toute une attaque, être très nonchalant, se désintéresser complètement du jeu quand les systèmes n'étaient pas faits pour lui, et ça, alors je sais bien, hein, là je prends juste une action isolée, mais globalement, cette attitude, moi, elle me plaît pas trop. Donc il fait de bonnes stats, mais pour le moment, ouais, il m'interroge un peu. Ok, Edwards, c'est le meilleur scoreur de la team actuellement, mais justement, moi, j'attends de lui désormais qu'il s'affiche davantage en leader et qu'il soit beaucoup plus régulier. Et pour ça, même s'il a que 21 ans, et que bien sûr, ça pourra venir, hein, il faut pas non plus être trop sévère avec ça, ben je crois qu'il est pas encore tout à fait prêt à être un leader, en tout cas en ce début de saison. Je trouve même moins agressif que ce qu'il l'a été, il va moins au dunk qu'auparavant, en tout cas sur ce début de saison, ce qui pourtant faisait sa force, hein, notamment sur les drives, et ça j'aimerais que ça change. J'ai eu aussi l'impression qu'il avait pris un petit peu de poids cet été, que quand il s'est pointé au training camp, il n'était pas forcément à 100% de sa forme physique. C'est dommage, parce que quand t'es un mec aussi gifté, aussi explosif, quand t'es au top de ta forme, tu peux faire encore plus de dégâts. Du coup, je dis pas qu'il va pas l'avoir, sa sélection, sinon je l'aurais pas mis dans ma liste aujourd'hui, mais va falloir qu'il la mérite, en tout cas plus que ce que je pensais, parce que de la concurrence, il va en avoir, notamment à l'ouest, avec tous les arrières qui sont déjà présents, et même potentiellement Desmond Bane, dont on parlait juste avant, qu'il faut rajouter à l'équation. Mais avec ça, en plus de ça, il va aussi avoir de la concurrence dans sa propre équipe. Je parle de la concurrence parmi les arrières à l'ouest, mais aussi on peut parler de la concurrence qu'il a à Minnesota, parce que c'est rare les équipes avec 3 All-Stars. Et là, autour de lui, je sais pas qui sera All-Star avant l'autre, mais on a potentiellement Karl Anthony Towns et pourquoi pas Rudy Gobert, qui pourraient eux aussi très bien prétendre à une sélection, et qui aussi ont l'habitude des votants, en tout cas, qui ont cette expérience de All-Star Game déjà jouée. Donc pour le moment, moi ce que je vois, c'est que cette attaque des Wolves, elle se cherche encore beaucoup, elle fait même partie des pires de la ligue jusque-là, et ça me surprend pas mal, et donc sans parler non plus de désastre complet, parce que pour l'instant il n'y a pas encore beaucoup de matchs qui se sont joués, moi je pense qu'on peut au moins soulever l'irrégularité dans le domaine de Anthony Edwards, et même de celle de tout Minnesota, et pour ça je pense que le Ant-Man a forcément sa part de responsabilité, lui qui peut inscrire 9 points un jour, 34 points le lendemain, ou 11 points un jour, 30 le lendemain, vraiment il y a un côté un peu trop montagne russe à mon goût avec lui en ce début de saison, avec de très 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 bons matchs, et avec d'autres qui sont beaucoup plus discrets, et où il semble un petit peu nonchalant, comme je disais tout à l'heure, et où en plus de ça il commet pas mal de déchets. Donc ouais, il fait ses stats, c'est sûr, mais je trouve que s'il court pas plus, s'il se remet pas à attaquer le cercle avec plus d'agressivité, et ne provoque pas plus de spacing grâce à la gravité qu'il peut générer par ses drives, ça pourrait, et ça se voit en tout cas en début de saison, pénaliser toute l'attaque des Wolves, et ça j'aimerais bien que ça change, vraiment. Donc ouais, il a de bonnes stats, c'est sûr, mais à mes yeux les stats ça fait pas tout, le fond de jeu et l'attitude c'est important aussi. Maintenant je le sais, hein, depuis sa draft, Anthony Edwards c'est un joueur de série, mais pour être All-Star, à mon avis il faut passer au statut supérieur de celui de simple joueur de série. Il faut être beaucoup plus régulier et faire des perfs plus marquantes plus souvent, avec moins de bas dans les montagnes russes. Donc oui, je suis sévère, hein, c'est sûr, je suis exigeant avec lui, j'ai aucun souci, j'assume ça totalement. Néanmoins je crois en lui pour rebondir, au vu de sa jeunesse, au vu de la progression qu'il a montré toute sa vie, en tout cas toute sa carrière depuis qu'il est en NBA, au vu de sa mentalité aussi et de la confiance qui va en lui, ça va revenir. Si j'avais pas confiance en lui, clairement, vu que j'ai eu du mal à faire ma liste, je l'aurais pas mis, tout simplement. Et je sais que le gars est tout à fait capable de retrouver son rythme bientôt. Donc oui, il va falloir faire preuve de plus de maturité, de plus de régularité, faire preuve de plus de sérieux, je pense aussi, retrouver sa forme. Et ça pourrait, je pense, permettre à Minnesota de gagner plus de matchs et d'avoir, pourquoi pas, de multiples All-Stars, au moins 2 et peut-être même 3 si jamais ça se met à win énormément. Et qui sait, ça pourrait arriver. Sans ça, je me dis, sans plus de victoires de Minnesota, sans plus de régularité, ce sera peut-être dur pour Anthony Edwards d'être All-Star cette saison. J'y crois, hein, dans un futur proche, mais peut-être que ce sera un peu juste cette saison, mais pas non plus impossible pour autant. On peut ajouter à ça aussi que l'équipe est assez nouvelle, on peut pas lui reprocher d'avoir besoin d'un temps d'adaptation, il n'y a pas de raison d'être non plus totalement pessimiste, donc connaissant l'animal, même si je suis un peu déçu de ce qu'il a montré jusque-là, impossible pour moi de l'enterrer totalement, car on sait tous que dès demain, il peut nous sortir des grosses dingueries, il est tout à fait capable de planter un match à 50 points demain qui va me faire fermer ma bouche, surtout si derrière il continue à planter
planter des matchs à 20-25 points. J'en demande pas plus et ce serait déjà pas mal. Je veux juste plus voir de grosses perfs suivies d'une perf à moins de 10 points avec une attitude qui est assez déplorable. Donc oui, malgré son comportement qui est assez décevant sur le parquet, c'était impensable de ne pas mettre aujourd'hui Anthony Edwards parmi mes 6 sélectionnés. Place maintenant à De'Aaron Fox, qui, je vais pas le cacher, ces dernières années me décevait un peu. En vrai, j'avais peur qu'il devienne, vous savez là, ce genre d'éternel espoir, qui est très talentueux, qui est plein de potentiel, mais qui vraiment arrive pas trop à percer définitivement à cause d'une raison ou d'une autre. Et pourtant, j'y croyais toujours un peu, je continuais à avoir de vraies attentes envers Fox, qui même s'il évolue à Sacramento, qui est, désolé pour les fans, mais c'est la vérité, qui est l'une des pires teams de la ligue ces dernières années, je trouve qu'il possède quand même des qualités de vitesse et de dribble que beaucoup lui envient à juste titre, et ça lui permet aussi d'être un vrai scoreur avec de grosses qualités, et même s'il est dans l'ombre et qu'on parle pas beaucoup de lui chez les Kings, tout ça je me dis qu'il faut pas l'oublier. Et pour le moment, ce qui me plaît depuis le début de la saison, c'est que ça semble vraiment bien se matérialiser à nouveau, parce qu'il l'avait déjà montré il y a 2-3 ans, mais ça s'était un petit peu dissipé je trouve, et là j'ai l'impression qu'on est en train de retrouver le De'Aaron Fox plus mature, et qui est peut-être en train de jouer le meilleur basket de sa carrière. Donc ok, on a des Kings qui gagnent toujours pas énormément, qui sont toujours pas à 50% de win, mais qui sont pas non plus catastrophiques comme ils ont pu l'être. Ils sont pas si loin finalement des 50% de win. Et surtout, on a un Fox qui a montré que clairement, il pouvait être un joueur méga clutch, super leader, sur qui ses potes pouvaient compter. Moi, je me rappelle par exemple de son énorme shoot qu'il a rentré il y a quelques jours face au Magic, là, quand j'étais encore aux États-Unis. C'est passé sur toutes les chaînes, enfin, c'était passé en boucle ce truc. Et là, il a montré que ça pouvait être un vrai joueur qualitatif et vraiment un joueur qui pouvait prendre les fins de match à son compte. Et ça, ce genre d'action, à mon avis, ça va rester dans les mémoires des votants, vu comment comme je disais, vu comment son game winner a fait le tour du monde, même je pense grâce au réseau. Et en vrai, si on fait le bilan, moi je trouve son début de saison, il est très plein, il est très fort, il est très rempli et il fait kiffer. Alors bien sûr, lui aussi, il va devoir faire face à la même concurrence que Desmond Bane et Anthony Edwards parmi les arrières de l'Ouest. Donc ça va être très dur de faire un choix au vu de tous les gars dont on parle pas aujourd'hui et qui, s'ils ne se blessent pas, pourraient déjà avoir une place acquise. Donc bon, il va pas y avoir non plus 15 000 places pour les guards à l'Est, mais je me dis que De'Aaron Fox, pourquoi pas, cette concurrence va être compliquée. On a aussi le bilan des Kings qui pourrait jouer en sa défaveur, ça aussi c'est une vérité, mais ce qui est certain, c'est que déjà on a un meneur qui nous a fait quelques perfs de grande classe, avec déjà plusieurs pointes à plus de 35 points, et ça c'est fort, je tiens à soulever, et surtout ça aussi ça marque les esprits. Lui, je trouve que pour le moment il s'impose, comme je disais, comme le leader que les Kings cherchent depuis plusieurs années. Si certains se posaient de la question de la hiérarchie avec l'arrivée de Domantas Sabonis, aujourd'hui je trouve qu'il n'y a plus vraiment de questions à se poser, le go-to guy, celui qui tente de tirer tous ses coéquipiers vers le haut, c'est avant tout De'Aaron Fox, et ça je pense que ça peut lui donner un avantage par rapport à certains concurrents. Peut-être que les votants vont préférer prendre un mec qui est le leader de son équipe, même si son équipe gagne pas forcément, plutôt qu'un mec qui est le lieutenant d'une équipe qui gagne. Souvent chez les remplaçants on préfère le lieutenant, mais s'il continue à tourner à plus de 25 points par match tout en ayant 5 rebonds et 5 passes de moyenne, il peut vraiment avoir son mot à dire. Et en vrai, moi je le sens capable de continuer sur ce rythme. Puis ses stats, même si le bilan des Kings ne sera jamais ouf, surtout au vu de la concurrence à l'Ouest, elles ont quand même tout d'être dans All-Star. Donc ouais, moi ce bilan des Kings qui est pas catastrophique, je veux pas non plus trop lui en vouloir. Si on isole ses stats, moi je trouve que ça va pas mal. Donc maintenant il va falloir qu'il reste en bonne santé, le De'Aaron Fox. On sait que c'est un vrai problème depuis sa draft, mais s'il y arrive, je trouve que il remplit beaucoup de critères. Il va falloir voir qui est en forme au moment du All-Star Game, quelle est la vraie concurrence, mais franchement je pense qu'il peut avoir son mot à dire pour obtenir sa première sélection All-Star cette saison dans sa carrière. Shai Gilgeous-Alexander, je parlais beaucoup de concurrence parmi les arrières de l'Ouest jusque-là. Et justement, cette concurrence-là, avec ceux que j'ai évoqués jusque-là, elle est en train de devenir violente parce que j'évoque encore un arrière de la conférence Ouest, Shai Gilgeous-Alexander. Et si à la base j'avais peur pour lui, avec sa blessure juste avant le début de la saison, et une équipe du Thunder qui a priori était vraiment vouée à tanker, finalement, en ce moment, il est en train de faire tous les détracteurs. Le mec, en termes de scoring, c'est un monstre. Il fait pour le moment partie des marqueurs les plus prolifiques de la NBA. Et OKC, même si rien n'assure que ça va durer, gagne quand même beaucoup plus de matchs que prévu dans son sillage. Et on l'a vu mettre là récemment encore des espèces de paniers super clutch, même si ça n'a pas gagné les matchs, ça a permis de prendre la tête avant de partir en double prolongation. Et franchement, on voit à quel point il est sur un nuage et à quel point il est en super confiance, le SGA. Et en vrai, même si je l'aime beaucoup, même si je suis conscient de son potentiel, je l'attendais pas si haut. Je trouve que là, on a une efficacité, une justesse et un talent qui sont mixés chez ce joueur. Et en ce début de saison, c'est
complètement fou. Bien sûr, je savais qu'il pourrait potentiellement faire partie des candidats pour être All-Star cette saison. Mais à ce point, moi franchement, je reste encore sur le cul. Être le meilleur joueur d'une équipe en reconstruction, c'est déjà pas mal. Mais moi, ça me suffit pas. Par contre, quand tu permets à une équipe que personne n'attendait de gagner plus de matchs qu'attendu en tournant à des stats qui sont complètement démentes, ben c'est ce qu'en train de faire Shai Gilgeous-Alexander. Et ça, pour moi, ça a une vraie valeur. J'aime moi vraiment comment il a pris en maturité, comment il se précipite moins aussi en attaque. Je le trouve plus patient, plus sûr, plus mature, plus serein. Il utilise de mieux en mieux ses feintes aussi. Il confond de moins en moins vitesse et précipitation, ce qui était un petit peu son souci avant. C'est vrai que depuis le début de sa carrière, il avait déjà ce côté un petit peu hypnotiseur avec ses super appuis, son super dribble, son gros handle, un premier pas qui aurait pu enrhumer Laszlo Carreras pour ceux qui ont la ref. Mais tout ça, cette saison, je trouve que c'est encore passé au step supérieur, je trouve. Sa capacité à se faufiler entre les défenseurs adverses, elle est juste complètement folle. Sa finition des deux mains, en plus, elle est vraiment élite. Et ça lui permet de passer désormais très très régulièrement au-dessus de la barre des 30 points. Et pour ça, gros big up à lui. Moi, je trouve que maintenant, on a un joueur qui est à l'aise dans ses pompes, qui est confortable sur le terrain, qui connaît désormais très bien ses forces et qui est, et de très très loin, il faut s'en rendre compte, le joueur qui tente le plus de drive par match en NBA. Ça montre à quel point le mec, grâce à sa vitesse, sa vivacité, ses appuis, son dribble, a des facilités pour attaquer le cercle. Donc d'accord, c'est pas un excellent shooter de loin, c'est pas non plus un défenseur élite, mais même si on note des progrès en défense, mais voilà, on peut pas dire non plus que c'est un défenseur élite, mais tout ça je m'en fous qu'il shoot pas super bien de loin et qu'il défende pas non plus comme un mort de faim, parce que en vrai, il est capable de compenser largement avec d'autres manières, avec d'autres façons et avec d'autres forces. Donc si tout ça, c'est pas bon signe pour l'imaginer All-Star cette saison, en vrai, je sais pas ce qu'il vous faut. Puis en plus, je peux aller encore plus loin. J'ai failli oublier, dès la deuxième semaine, c'est quand même un mec qui joue au hockey ici, qui a été élu meilleur joueur de la conférence Ouest, et je trouve que déjà ça commence à faire des arguments. Il a permis au Thunder d'obtenir quelques victoires références, bien sûr, face aux Clippers 2 fois, et même face à Dallas, même si c'est un peu plus dur pour OKC depuis quelques jours, mais ça aussi, ça fait bien, je trouve, sur un CV et sur le CV de Shai Gilgeous-Alexander. Donc oui, rien ne dit que tout va continuer comme ça, parce que c'est vraiment un rythme effréné pour Shai. Le Thunder, là on voit qu'ils sont un petit peu plus en difficulté, et encore une fois je trouve que la santé sera une clé, parce qu'on sait que SGA il peut connaître des blessures de temps en temps, même si on lui souhaite pas. N'empêche que jusque là, sur ce début de saison en tout cas, et sur le talent qu'il a montré les années d'avant, et sur le potentiel qu'il peut montrer sur le reste de la saison, dans le pool de joueurs qui pourraient cette saison obtenir leur première sélection All-Star, moi je le cache pas, Shai Gilgeous-Alexander c'est probablement mon favori. Allez, pour le 5e, on reste toujours chez les arrières. C'est un peu une tradition aujourd'hui, même si je l'ai vraiment pas fait exprès, c'est pas un choix volontaire d'avoir choisi que des arrières, en tout cas jusque là, mais cette fois-ci, au moins, après 4 mecs de l'Ouest, ça part du côté de la conférence Est, où là encore, il faut en être conscient, on va aussi avoir une concurrence très très sévère. Sauf que certains joueurs, comme Tyrese Haliburton par exemple, pourraient faire partie des néophytes qui auront leur mot à dire, moi je pense, du côté de cette conférence Est. Donc là encore, ok, on a des Pacers qui probablement feront pas partie des cadors de la conférence, en tout cas de l'Est en fin de saison, ni je pense au mois de février quand se décideront les All-Stars. N'empêche que ils sont loin des bas-fonds, là où certains auraient pu les attendre au moment du coup d'envoi de cette campagne. Et pour le moment, eux aussi je trouve qu'ils gagnent plus que ce qui était attendu au départ, en tout cas que ce que moi j'attendais. Je sais que certains y croyaient aux Pacers, moi pas trop, et là je vois qu'ils sont presque à 50% de réussite, ça montre que ça joue quand même un minimum au basket du côté d'Indiana. Donc pour ça, bien sûr, on peut parler de la très bonne surprise Ben Mathurin en tant que rookie, moi il me fait kiffer, mais surtout, moi je pense qu'il faut féliciter le leader de cette équipe, et le leader, c'est Tyrese Haliburton qui a su se transformer, qui a su s'adapter à ce rôle et qui a su endosser cette responsabilité. Là, le mec, quand on voit Indiana jouer, on s'en rend très vite compte. C'est un vrai floor general qui fait partie des meilleurs passeurs de la ligue. Regardez, il est quasiment à 10 caviars par match, et en plus de ça, en parallèle, il marque plus de points que jamais il en a scoré dans sa carrière, en jouant et en shootant, je trouve, avec une justesse et une adresse assez folle, que ce soit à 2 points ou à 3 points. Franchement, dans ces domaines, moi je savais déjà qu'il était doué, qui présentait de vraies qualités, mais à ce point, aussi vite dans la saison, dans une équipe d'Indiana qui avait un fond de jeu qui me posait question, je pensais pas. Donc ouais, j'en attendais quand même beaucoup de sa part. C'est bien pour ça qu'il y a quelques semaines, je l'avais mis dans ma vidéo des breakout players, les joueurs qui selon moi allaient exploser cette saison, mais est-ce que j'y croyais à 100%? Non, j'y croyais, et là réellement,
moi je trouve qu'il confirme tous les espoirs, en tout cas tout ce que j'espérais de sa part, et ça a de la valeur à mes yeux, parce que des mecs qui nous font penser qu'ils ont du potentiel et qui peuvent tout péter, c'est déjà bien, mais des mecs qui confirment tout de A à Z sans rien laisser de côté, je trouve que c'est rare, et Tyrese Haliburton fait partie de ces gars-là. Son objectif, de toute façon, il l'avait dit en début de saison, c'était de faire un exercice en 20 points 10 passes, et d'obtenir aussi suffisamment de wins pour être All-Star, et pour le moment, en étant presque à 50% et en tournant à 21,6 points et 9,8 passes, bah bravo à lui, il montre que tout ce qu'il a dit en début de saison, c'était pas des paroles en l'air, et les promesses, il les tient, les objectifs, il les remplit, et moi je trouve que c'est beau à voir du côté de Tyrese Haliburton, qui est très plaisant à voir jouer par son intelligence de jeu, par la facilité qu'il a avec un ballon de basket, et pour sa capacité de se comporter si jeune, hein, pour sa 3e saison NBA, en tant que leader dans cette équipe des Pacers. Donc voilà, moi ce que j'aime en plus de ça, c'est que j'ai beaucoup parlé de chiffres jusque-là, c'est pour ça que je parle aussi de son côté leader, parce que oui, il n'y a pas que la quantité et que les stats chez lui, moi je trouve qu'il y a la qualité, et ça me fait kiffer. Je le répète, hein, mais clairement les stats ça fait pas tout pour moi, et pour le moment, moi je pense qu'avec Lauri Markkanen et Tyrese Maxey, on a Tyrese Haliburton qui fait partie des gros favoris pour finir MIP cette saison, et ce qui est cool, c'est que déjà il partait de haut, donc ça montre à quel point il est devenu un bon joueur aujourd'hui, et ça aussi, ça laisse présager le meilleur quand tu as une sélection All-Star potentielle. Donc oui, pour ça, il va falloir que les Pacers confirment et restent autour des 50% de win cette saison. Il va falloir aussi qu'ils se battent avec la concurrence, parce qu'il y a beaucoup de concurrence aussi dans la conférence Est, même si jusque-là on a parlé surtout de la conférence Ouest, et ça, il faut être conscient aussi que même si c'est un super passeur, même si c'est un très bon défenseur, on sait que pour le All-Star Game, on regarde beaucoup les points, et 22 points, ça pourrait être limite. Pas pour moi, parce que je suis conscient de tout ce qu'il apporte à côté, mais peut-être que pour les votants, s'ils regardent trop les points, Haliburton pourrait être pénalisé par ça. Donc, maintenant, moi je m'en fais pas trop quand même, on a un Haliburton qui a quand même bien step up dans le scoring, qui pèse un peu partout dans les autres domaines, qui je pense finalement aura des moyennes globales et une polyvalence qui pourrait potentiellement suffire. Donc quoi qu'il en soit, selon moi, au vu de son début de saison, il peut mériter, et s'il réussit à garder ce tempo et que Indiana reste autour des 50%, à mon avis, on parlera au moins sérieusement de lui au moment du mois de février. Et voici le dernier. Ça n'a pas été facile, j'avoue, j'aurais pu en mettre plein d'autres. Bon, c'est pas forcément celui auquel je crois le moins, vu que je les ai classés par ordre alphabétique et pas en fonction de mes croyances, mais là ça me fait bizarre d'en mettre certains dont je parle pas. Donc là j'ai décidé de parler de Tyrese Maxey, mais vous inquiétez pas, je ferai des mentions après avec certains gros big up et gros crève-cœur dont j'ai pas pu parler aujourd'hui. Et donc du coup, pour finir, moi j'y tenais, vu qu'on a mis 4 guards dans la conférence Ouest, je me disais que c'était bien aussi de mettre un concurrent à Haliburton dans la conférence Est, et on l'a dit aussi, il fait potentiellement partie des favoris pour le MIP. Je veux parler de Tyrese Maxey. Et déjà, la saison dernière, en occupant le poste de meneur de jeu avec l'absence de Ben Simmons, il est devenu l'une des révélations de la ligue, et un mec que beaucoup de monde s'est mis à kiffer et à parler en bien. Sauf que là, sur le début de saison, moi je trouve que son rôle a encore augmenté, c'est même pas je trouve, c'est sûr et certain, son rôle a encore augmenté, son niveau a encore step up, son shoot à 3 points, moi c'est ce qui m'a surpris le plus, et de plus en plus efficace. À chaque fois je me demande ce qu'il fout presque quand il shoot, mais il a une réussite qui est assez dingue, et aujourd'hui, force est de constater que Tyrese Maxey est un pion vraiment essentiel de l'attaque de Doc Rivers. Et ce que j'aime, ce qui me plaît particulièrement avec lui, c'est que quand Harden est là, il profite de la gravité de ses coéquipiers, de Harden mais aussi de Embiid pour briller off-ball, et quand Harden n'est pas là, il montre qu'il est capable de créer pour lui notamment, de prendre feu, et même de devenir le leader de sa team au scoring, tout en prenant vraiment ses responsabilités, notamment quand il y a eu les difficultés et les soucis de santé de Joel Embiid, et qu'il connaît depuis le début de la saison. Maxey, il s'est jamais caché, et jusque-là, il a toujours été là quand les Sixers avaient besoin de lui. Donc si vous m'aviez dit en vrai que cette année, on avait un Maxey qui allait tourner à plus de 40% à 3 points en prenant plus de 7 par match, je vous aurais pas cru. Là, il a un volume qui me fait halluciner, une réussite qui me fait halluciner, et pourtant, ces stats-là et ces chiffres-là, il les fait en prenant des shoots qui sont plus difficiles les uns que les autres. Et franchement, ça rentre avec une efficacité. Moi-même, je comprends pas comment ça fonctionne, c'est assez déconcertant. En parallèle, il apporte vraiment sa fougue, je trouve, et sa vitesse en transition, et il offre aux Sixers une solution de luxe pour débloquer pas mal de situations finalement. Alors c'est sûr que, et ça peut le pénaliser, à Philadelphie on a une équipe qui se cherche depuis le début de la saison, on a pas mal d'absences aussi qui aident pas, mais s'il y a un joueur à qui on ne peut pas reprocher grand chose à Philly, à mon sens, c'est bien Tyrese Maxey, qui soir après soir continue à affoler les défenses. Le mec, il a fait une pointe à 44 points il y a pas longtemps face aux Raptors, il passe de plus en plus souvent au-dessus de la barre des 30, là il a fait une belle série autour des 25, 28, 30 avec même cette pointe à 44 dont on vient de parler, et sa confiance en lui semble vraiment sans limite. Comme je disais aussi tout à l'heure, il peut jouer avec ou sans la balle en attaque, et ça, pour Doc Rivers, c'est une vraie plus-value, cette capacité d'adaptation à tous les systèmes, à tout ce qui est proposé, et cette faculté à tirer vraiment le meilleur constamment du rôle qu'on lui donne et du costume qu'il doit endosser. Donc ouais, maintenant,
S'il veut se garantir une place au All-Star Game, et ça peut être un peu le couac, il va falloir que les Sixers gagnent plus. Normalement, sur le papier, ils sont capables de le faire. Sur le papier, c'est une équipe qui est censée faire partie du top 3, top 4 de la conférence Est. Mais là, clairement, force est de constater qu'à Philadelphie, on n'en est pas encore là. Par contre, moi, ce que je me dis, c'est qu'avant le début de la saison, en ayant déjà la concurrence de Embiid et de Harden dans sa propre team, je pensais que les chances de Maxey pour devenir All-Star, c'était quasi nul. Sauf que maintenant, on a le barbu qui est blessé, qui manquera au moins un mois de compétition, et un rôle de Tyrese Maxey qui est vraiment en train d'augmenter. Et cette opportunité-là, moi, vraiment, je suis impressionné de comment il arrive à la saisir à pleine main. Donc Philly, s'ils sont à la hauteur de leurs ambitions, c'est une team qui peut faire partie de ces équipes qui ont 2 All-Stars. Et si Harden, au moment venu, il n'a pas joué à cette match, eh bien, après Embiid, le deuxième All-Star, à mon avis, ce sera Tyrese Maxey. Et qui sait, si Embiid continue à manquer des matchs, là, même s'il vient de faire son retour, et que à Philly, on doit récompenser qu'une seule personne, parce que Philly, faudra que sans Embiid et sans Harden, ils arrivent aussi à dominer la conférence Est. Ou en tout cas, d'être dans le top 4, top 5. Mais franchement, à mon avis, Tyrese Maxey, en tout cas rien qu'avec la blessure de Harden, il se place vraiment très bien. À côté de tout ça, moi je suis conscient que l'adresse ça va et ça vient, et rien ne dit que le meneur, ou l'arrière, comme vous voulez, gardera cette réussite à 3 points que je trouve assez exceptionnelle, encore une fois je le répète, compte tenu de la difficulté des shoots qu'il prend. N'empêche qu'en parallèle, on a avec Tyrese Maxey un joueur qui est super attachant, qui joue toujours avec le sourire, qui peu à peu devient le chouchou des fans de Philadelphie, et même des fans de basket dans toute la ligue, j'ai l'impression. Ça aussi, ça compte quand on vote pour les All-Stars. Il a un culot qui fait kiffer, des performances aussi, même s'il donne toujours l'impression de surperformer, qui sont déjà marquantes. Une prise de décision qui est de plus en plus rapide, qui est de plus en plus juste aussi. Et a priori, alors que j'osais même pas y croire, sur ce début de saison, au moins, j'ai l'impression qu'on a un Tyrese Maxey qui possède tout le bagage pour potentiellement être All-Star. J'aime aussi qu'il en fasse pas trop, qu'il ait l'air très humble, qui s'adapte vraiment, je l'ai déjà dit, mais qui s'adapte vraiment à tout ce qu'on lui propose, alors que souvent, c'est le défaut un petit peu de ce genre de joueurs qui sont un peu pétards ambulants, d'en faire trop dès qu'ils sont très responsabilisés et de perdre en efficacité. Là, regardez, il est à plus de 46% au tir, plus de 41% à 3 points, avec un volume qui est impressionnant. C'est assez fou. Donc maintenant, voilà, ce que je disais, il va falloir non seulement que les Sixers gagnent davantage, et qu'en plus Maxey continue sur ce rythme. C'est pas gagné, des si, ça en fait déjà quelques-uns, mais en fait, il n'y a aucun de ces si qui semble inaccessible. Donc si ces conditions se réalisent, vraiment, l'arrière un peu zébulon, comme j'aime l'appeler, des Sixers, j'ai l'impression qu'il possède toute la panoplie, donc il y a encore vraiment pas mal de chemin à parcourir, mais lui aussi, il me semblait mériter d'être dans la sélection du jour, et peut-être qu'il pourrait avoir son mot à dire pour le match des étoiles qui aura lieu à Salt Lake City en février. Épilogue. Donc si on fait le bilan, c'était pas voulu, mais aujourd'hui, comme je le disais, j'ai évoqué que des arrières. Néanmoins, moi je voulais pas finir ce live sans faire quelques big up à des joueurs auxquels je pensais et qui pour moi aujourd'hui se positionnent peut-être un poil moins bien que les 6 joueurs que j'ai évoqués, mais vraiment c'est un poil de fesses et pourtant je pense qu'ils pourraient avoir leur chance pour le match des étoiles. Et parmi eux, je vais citer quelques noms dans le désordre, et le premier auquel je pense, évidemment, c'est Lauri Markkanen, qui si lui et le Jazz continuent sur ce rythme, sera un All-Star no-brainer. Mais comme je l'ai dit, je voulais pas non plus me faire avoir par la culture de l'instant. Pour l'instant, Markkanen, si la saison s'arrêtait maintenant, ou si les votes s'arrêtaient maintenant, oui, il serait All-Star, mais pour l'instant, c'est encore trop tôt, je pense, et j'ai besoin qu'il confirme plus, parce que contrairement aux joueurs que j'ai évoqués juste avant, je trouve qu'il a moins prouvé dans les saisons précédentes. Donc c'est pour ça que j'attends plus de confirmation. Mais il y en a encore d'autres, Markkanen, je pense, c'est mon principal crève-cœur, et s'il continue sur ce rythme, il me fera bien fermer ma bouche, il m'aura montré que je me plante, mais il y a aussi du Michael Bridges, par exemple, qui, enfin, là, est en train de se retrouver offensivement, du Jalen Brunson, potentiellement, qui peut continuer, qui fait un très bon début de saison, les Knicks sont un petit peu plus en difficulté, mais qui peut exploser d'ici le All-Star Game. Evan Mobley, qui pourrait pourquoi pas aussi, Jamal Murray, même si jusque-là il est décevant, on connaît le niveau qu'il peut avoir, Kate Cunningham, j'ai pensé, les anciens rookies, Scotty Barnes, Terry Rozier, qui lui par contre performe très fort individuellement, mais dans une équipe qui ne gagne pas, Anthony Simons, Paolo Banchero, Keldon Johnson, Jeremy Grant, il y en a plein, il y en a plein, comme je vous dis, j'avais fait une liste de 20, je vais pas tous vous les citer, mais je tenais au moins à faire un big up à Lauri Markkanen notamment, peut-être Michael Bridges, auquel je tiens, parce que pareil, Phoenix pourrait avoir 2 All-Stars, et Chris Paul qui est blessé et qui a du mal avec son adresse, à mon avis il a quand même une chance d'être All-Star, mais qui sait, Michael Bridges pourrait lui prendre la place. Donc voilà, il y en a tout plein, il y en a sûrement encore que j'oublie, certains que j'ai pas cités, il y en a certains auxquels je crois plus que d'autres évidemment, mais en tout cas moi voilà, j'avais mes raisons de vous parler de ces 6 là, j'ai essayé de vous les présenter, et quoi qu'il en soit, je vais vous présenter votre classement, et celui auquel vous croyez le moins parmi ceux que je vous ai présentés, c'est Tyrese Maxey.
Tyrese Maxey, vous êtes seulement 38% à penser qu'il sera All-Star. Et j'avoue, je comprends pas mal. Moi, c'est celui que j'ai le plus hésité. En fait, vraiment, mon hésitation, et c'est marrant parce que l'ordre alphabétique, il essaie de penser ça, mais mon hésitation était entre Maxey et Markkanen. Je viens de vous expliquer pourquoi j'ai pas mis Markkanen, parce que j'attends plus de confirmation et j'ai trouvé que les saisons précédentes, il avait pas encore assez prouvé. Je voulais pas me faire happer par la culture de l'instant. Et Maxey, ce que je disais, en fait, ce qui m'a fini de me convaincre de le mettre, c'est la blessure de James Harden et me dire que si Philadelphie a 2 All-Stars, lui il pourrait continuer à voir son rôle vraiment augmenter, voir encore ses stats augmenter, et peut-être que voilà, si Philadelphie arrive à vraiment redresser la barre et être top 3, top 4 de la conférence Est au moment des votes, et bien finalement devant Harden, ça pourrait être Maxey le deuxième qui viendrait de Philadelphie. Maintenant je comprends, 38%, moi aussi, parmi les 6, c'était celui auquel je croyais le moins. Vient ensuite en numéro 5, De'Aaron Fox, 41% d'entre vous seulement pensent qu'il aura son premier All-Star cette saison. Moi je suis assez partagé, j'avoue j'y crois pas mal en De'Aaron Fox, je crois moins aux Kings, parce que là ces stats comme je disais tout à l'heure, elles ont tout dans All-Star, faire du 25-5-5 pour moi c'est très cool, et Sacramento, s'il reste proche des 50% de victoire, le problème ça va être la concurrence, mais ça pour moi je veux pas trop prendre ça en compte aujourd'hui dans la mesure où comme c'était le cas l'année dernière, il y a eu plein de blessés, notamment chez les arrières dans les 2 conférences, donc pour moi Fox, c'est pas si évident que ça. Moi je pense que j'aurais voté oui, il peut clairement être All-Star cette saison. Pour ça, il faut que les Kings restent autour des 50%. Ils y sont. Il faut qu'ils continuent à faire du 25-5-5. Il y est. Donc oui, pour moi, il a une vraie chance. Donc à voir ce que ça dit pour De'Aaron Fox. Ensuite, vous avez Anthony Edwards. Vous êtes que 45% à penser qu'il sera All-Star. Et je comprends oui et non. En fait, je comprends si on garde en tête que son début de saison, où il est très décevant. Et s'il redresse pas vite la barre, clairement, il sera pas All-Star cette saison. Par contre, si on prend son potentiel et qu'on se rappelle de quoi il est capable, le niveau qu'il est capable d'atteindre, si on sait à quel point il peut dominer un match, et là, il suffirait qu'il nous fasse un match à 40 points et un match à 50 points dans les 3 prochaines semaines, et il en est totalement capable, et limite là je suis sûr que son pourcentage y double. Donc c'est une grosse inconnue pour l'instant, Anthony Edwards. Vraiment, je suis d'accord pour dire que sur son début de saison, il mérite pas d'être All-Star, mais je trouve que c'est encore anticipé de dire qu'il méritera pas en février. J'y crois encore un petit peu en tout cas, Anthony Edwards, à voir, mais clairement je l'attends au tournant. Vient ensuite Tyrese Haliburton. Donc dans les 6, c'est le premier que vous voyez au-dessus des 50%. Lui, vous êtes 63% à penser qu'il sera All-Star. Et pourquoi pas. Moi, j'ai peur. Alors, j'apprécie beaucoup ce joueur. Je pense qu'il fait partie de mes chouchous, en plus, parmi les joueurs que j'ai présentés aujourd'hui. J'ai un peu peur que son manque de scoring et que le bilan d'Indiana, je suis pas si Indiana restera autour des 50%. À voir, hein, mais si je crois aux Kings, pourquoi je croirais pas aux Pacers? Pourquoi pas rester autour des 50%? J'ai peur juste que être à moins de 22 points par match, ce soit pas suffisant pour être All-Star au vu de la concurrence, à moins qu'il soit dans une équipe qui soit vraiment au top de sa conférence, et ça je vois pas Indiana l'être. Donc ça pourrait être le couac. Je pense que j'aurais mis Haliburton un tout petit peu plus bas que vous, pourtant vous y croyez, donc c'est normal qu'on ait des accords aussi, et puis ça fait parler, mais Haliburton 63%, ça veut dire que vous y croyez fort. Enfin, les 2 derniers, arrivent en 2, Shai Gilgeous-Alexander. Moi je vous l'avais dit, c'était mon favori, si j'avais dû mettre un seul premier All-Star à mon sens cette année, j'aurais pris Shai Gilgeous-Alexander. Pourtant, vous l'avez mis 2e, mais vous y croyez fort parce que vous êtes 80% à avoir voté pour Shai. Bien sûr, le truc qui pourrait jouer en sa défaveur, c'est le bilan d'OKC, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est en difficulté ces derniers temps, et il y a des chances qu'il coule encore dans les classements. Mais ce que j'apprécie chez Shai, c'est que même si cette équipe n'a pas vraiment d'ambition, à tous les matchs, il donne tout, et jusqu'à la fin des matchs, il va mettre des paniers super importants, il va tenter de mettre des game winners, il va décrocher des prolongations, et regardez ça, même s'il est dernier de la ligue, s'il continue à tourner à près de 32 points par match, pour moi, il n'y a pas de monde dans lequel il pourrait pas être All-Star cette saison. Donc ouais, moi c'était mon favori. Vous, il arrive 2e, parce que votre favori, et ça je pense que c'est le plus gros retournement de veste de votre part de l'histoire de ma chaîne YouTube et de ma chaîne Twitch, c'est Desmond Bane, votre favori, parce que vous êtes 82% à penser qu'il va devenir All-Star. Et je le rappelle, quand je parlais de lui dans mes unpopular opinions en mode Desmond Bane va être All-Star, je sais plus, mais je crois que vous étiez moins de 20% à y croire à ça. Donc là clairement vous y croyez fort maintenant. Donc en même temps je comprends, et ça je peux pas vous jeter la pierre. À l'époque où j'avais fait mes unpopular opinions, Desmond Bane avait une adresse catastrophique, il avait joué genre 3 matchs et il était passé à côté, sauf que depuis il est complètement monté en puissance, il fait des matchs à plus de 30 points régulièrement, il a une adresse mais incroyable de chez incroyable, hein. Une adresse à 3 points folle, en plus de ça il défend. Qu'est-ce que vous voulez lui demander de plus? Il est à 25-5-5 dans une équipe qui en plus de ça gagne. Si ça reste comme ça, il n'y a pas de monde lui non plus où il est pas All-Star. Le petit problème qu'il pourrait avoir, c'est que il faut que les votants décident de donner 2 All-Stars du côté Memphis, parce que s'il y a que un All-Star à Memphis, évidemment ce sera Ja Morant.
Mais bon, Memphis est capable, si l'équipe continue à jouer comme ça, d'avoir 2 All-Stars. Et là, aujourd'hui, clairement, mais ça, je le disais tout à l'heure, s'il y a 2 All-Stars à Memphis, c'est Desmond Bane. Donc moi, si j'avais fait mon classement à moi, vous, je le répète, vous avez mis Maxey en 6, Fox en 5, Edwards en 4, Haliburton en 3, Shai en 2 et Bane en 1. Moi, je pense que j'aurais mis Shai en 1, clairement. J'aurais mis Bane en 2. J'aurais mis Edwards en 3, parce que malgré son mauvais début de saison, j'y crois pas mal. J'aurais mis peut-être Haliburton ou Fox. Allez, j'aurais peut-être mis Haliburton en... Non, j'aurais mis Fox. Je crois peut-être plus aux Kings. Donc j'aurais mis Fox en 4. J'aurais mis Haliburton en 5 et j'aurais mis Maxey en 6. Donc au final, on a quand même très peu de désaccords. En tout cas, merci à vous d'avoir voté. C'était assez intéressant. Et finalement, moi, je voulais quand même répéter une dernière fois. Gros big up à Lauri Markkanen, qui franchement, s'il continue sur ce rythme, il pourrait arriver dans le top 3 de ma liste de ceux qui pourraient être pour la première fois All-Star dans leur carrière. Voilà pour ce qui est, selon moi, des First Time All-Stars, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors, est-ce que ça vous a plu et quel joueur, parmi ceux que j'ai cités, selon vous, a le plus de chances de disputer son premier All-Star Game cette année? Et s'il y en a un que j'ai pas cité, n'hésitez pas, dites-le moi aussi en commentaire. C'est toujours un plaisir de connaître vos tendances sur YouTube et de les comparer avec celles de Twitch pour voir s'il y a des différences. Et il y en a souvent, c'est justement ça qui est intéressant. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super pour le référencement, la mise en avant et le watch time sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Sans eux, c'est clair, on n'en serait pas là, et si vous aussi vous voulez rejoindre cette Drip Team, n'hésitez plus, toutes les infos sont dans la description. Et là je crois qu'il est temps de finir parce que plus ça va, plus je suis en train de m'enrhumer et de parler du nez aujourd'hui. Voilà pourquoi le bonnet. À très vite.